bien, écoutez, bonjour à tous. Je pense que quelques-uns vont encore arriver, mais si vous voulez bien, on va commencer. Je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous accueillir ici au sein de l'Institut d'Auvergne du développement des territoires. En ma qualité de président du groupement d'intérêt public, on va essayer d'éviter les acronymes, les abréviations pour que tout le monde saisisse bien, même si je connais la qualité de l'auditoire. Je voudrais remercier l'ensemble des organisateurs, l'unité mixte de recherche territoire, le Centre national de la fonction publique territoriale, l'ensemble de l'équipe de l'IADT, avec son directeur, le professeur Laurent Riotor, Pierre-Julien Canon et l'ensemble de son équipe qui est secrétaire général. Et je vous accueille ici donc en tant que président du groupement d'intérêt public et en ma qualité de conseiller régional, vice-président de la commission enseignement supérieur, recherche innovation. Je voudrais remercier également tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de ce colloque, en particulier l'association des directeurs généraux des communautés de France, l'université Clermont-Auvergne, les collectivités avec un certain nombre d'élus, la ville de Clermont qui est représentée aujourd'hui par Philippe Boëlé, monsieur le maire adjoint, l'ensemble des conseils départementaux et le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Je voudrais dire tout simplement déjà bravo parce que vous avez monté un colloque de grande qualité, d'un niveau national voire international, ça c'est déjà un exploit. Et malheureusement, nous avons dû refuser un certain nombre de participants, c'est dire, s'il en était besoin, dire la pertinence de la thématique d'aujourd'hui. Saluer également l'ensemble des participants. Vous êtes des enseignants-chercheurs, des élus, des cadres territoriaux, des représentants d'organismes de formation, un public extrêmement riche et qui est de bon augure pour la qualité des travaux à venir. Alors, sur le sujet qui nous intéresse, je crois que cette thématique métropole, territoire non métropolitain tombe à pic dans le contexte actuel. Au moment où l'État a redéfini l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, où on n'entend parler que de métropole, en France 14, et puis sous la pression, le lobbying d'un certain nombre d'autres métropoles, dont la ville de Clermont, maintenant 21, à l'heure où nos zones rurales souffrent de désertification, à l'heure où les services publics se raréfient, faisant là le nid de discours populistes et radicaux, à l'heure où les agriculteurs s'en vont, faute de pouvoir vivre de leur travail, et où les villes moyennes et les villes intermédiaires sont tiraillées entre la qualité de vie avec la proximité de la nature liée à leur taille et puis la crainte d'être à l'écart, d'être tenu à l'écart des progrès liés aux métropoles. Et c'est précisément l'objet de ce colloque aujourd'hui, c'est de répondre à ces questions. Comment faire en sorte que les territoires ruraux et les villes moyennes, villes intermédiaires, ne soient pas à l'abri du développement des métropoles. Et à travers des ateliers, des tables rondes, des sessions plénières sur la base de vos différents parcours, vos expériences, vous allez pouvoir imaginer, inventer, créer des nouveaux dispositifs, de nouvelles interactions, métropole, territoire, non métropolitain. Voilà, je ne veux pas m'étendre, simplement peut-être deux petites réflexions sur la thématique de la métropole. Je crois que les métropoles, ce n'est pas forcément la panacée. Nous sommes arrivés à un point d'hyperconcentration avec des phénomènes de congestion, de stress, de pollution, qui fait qu'il y a un appétit aujourd'hui à une meilleure qualité de vie, notamment dans ces villes et territoires intermédiaires. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être que nos métropoles aient un regard non pas dominant, mettent pas ces territoires sous perfusion, mais peut-être qu'elles les regardent avec respect et leur donnent plus les moyens de se développer plutôt que de simplement les financer en les snobant quelque part. Voilà, je crois que les résultats de ce colloque seront extrêmement importants. Ils permettront d'alimenter les réflexions des politiques, d'orienter
les politiques publiques à l'heure où nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de schémas directeurs, les schémas régionaux d'aménagement, développement du territoire et d'équilibre des territoires, les schémas directeurs de déchets, des transports, énergie, etc. Je crois que ce colloque, et j'en suis certain, marquera une étape décisive dans la redéfinition de l'interterritorialité. Il se passe à l'IADT et nous vous en remercions. Excellents travaux à vous tous. Merci de votre attention. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de l'Institut d'Auvergne des développements des territoires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs, différents intervenants, et vous toutes, Mesdames et Messieurs, vous dire tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous et de retrouver pas mal de têtes connues, mais aussi de vous dire heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ce colloque consacré, comme mon collègue vient de le rappeler, aux relations entre métropole et territoires adjacents. Comme l'a montré le dossier que la Gazette des communes a consacré à ce sujet début octobre, il s'agit vraiment d'une problématique d'actualité à l'échelle de notre pays. C'est aussi une problématique d'actualité dans notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes, et singulièrement dans le Puy-de-Dôme et dans nos départements du centre de la France. Avec le projet de transformation de la communauté urbaine dans le Puy-de-Dôme, communauté urbaine de Clermont-Ferrand, en métropole. Au début de ce propos, je vous présenterai également les excuses de François Deluga, notre président national, qui est retenu par différentes actualités nationales qui le retiennent sur Paris. Nous sommes donc en phase avec ce qui constitue, je le disais à l'instant, l'actualité de nos territoires, qui est, comme vous le savez, au cœur de la mission du CNFPT, l'établissement de référence pour la formation initiale, mais aussi la formation continue de tous nos agents de la fonction publique territoriale. Au-delà de la diversité des contenus qui seront exposés, la qualité des échanges qui ne manqueront pas de se produire, je voudrais simplement souligner devant vous les 3 ingrédients qui vont faire de ce colloque, j'en suis sûr, un événement remarquable. D'abord, c'est le brassage des publics, avec de nombreux chercheurs, des élus, des praticiens de la gestion publique locale et des étudiants qui auront accès par les moyens numériques aux différentes séquences de vos 2 journées de travail. Ce type de rassemblement est rare, donc il est précieux. La mixité des publics a été permise par l'alliance fructueuse entre l'UMR Territoire de l'Université de Clermont-Ferrand, de l'Institut d'Auvergne du développement des territoires, de notre délégation d'Auvergne du CNFPT et bien sûr de la section Auvergne de l'Association des directeurs généraux des communautés de France. La coopération de nos 4 organisations est à ma connaissance une première ici à Clermont-Ferrand. Second point, c'est la mobilisation de formats pédagogiques et de technologies innovants. Vous pourrez par exemple participer à un World Café qui proposera en milieu d'après-midi de réfléchir collectivement aux voies et moyens de recoudre ou de retisser, s'il était besoin, les liens entre les villes et les campagnes, à partir de situations et peut-être de solutions concrètes. Favoriser le partage d'expériences, la co-conception, la coélaboration sont au cœur des priorités du CNFPT dans l'univers de la formation pour adultes, si possible, avec l'appui des technologies numériques. Et nous avons, avec l'IADT, un partenaire qui dispose dans ce domaine d'une véritable longueur d'avance. S'associer à ce colloque était pour nous, CNFPT, presque naturel, car un tel événementiel est le prolongement de notre activité de formation, elle-même en pleine transition numérique. Les contenus de ces 2 journées seront donc capitalisés, pourront servir de ressources pédagogiques numériques pour alimenter des réflexions ou des formations ultérieures. 3e point, enfin, ce colloque est une opportunité de dialogue sur le fond qui ne sont pas si fréquentes entre les acteurs de la ville et ceux du développement des territoires ruraux. C'est l'occasion de quitter les postures pour aller vers la réalité des flux de personnes, d'idées, de biens et de services dont l'entrelacement constitue le quotidien de la plupart de nos concitoyens, peut-être loin des représentations traditionnelles fondées sur l'opposition,
la césure franche entre le monde urbain et le monde rural. C'est la réalité du quotidien, disais-je, mais ce sont aussi des enjeux d'avenir auxquels ce colloque a pour ambition de réfléchir à la lumière des enjeux du développement durable et équilibré des territoires, de la transition écologique et énergétique qui s'annonce. Avec Olivier Compin, directeur régional du CNFPT, je vous remercie au titre de notre organisme d'être venus aussi nombreux. Je remercie aussi l'IADT qui nous accueille aujourd'hui et je vous souhaite des débats aussi riches et fructueux que possible. Merci de votre attention. Bien, merci. À mon tour de dire quelques mots d'accueil en vous remerciant, bien sûr, très très chaleureusement de votre venue à Clermont-Ferrand, y compris pour ceux qui viennent parfois de très loin, du Cameroun, du Togo, du Sénégal, du Maghreb, de l'Albanie, dans nos 2 journées. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir au nom à la fois donc, de l'UMR Territoire et de cet Institut d'Auvergne du développement des territoires. Alors, je vais essayer d'être bref pour entrer rapidement dans le sujet, surtout qu'un certain nombre de choses importantes ont déjà été dites, mais je voudrais juste rappeler un peu le pari de cette manifestation, de ce colloque. Effectivement, comme la Gazette des communes l'évoquait tout récemment, cette année a vu de nombreuses manifestations qui ont abordé le sujet des recompositions actuelles des territoires ruraux, des territoires métropolitains, un certain nombre de thématiques liées évidemment à chaque strate territoriale. Mais dans le cadre de ce colloque, nous avons essayé d'avoir donc un triple pari. Le premier pari, ça a déjà été évoqué, c'est d'essayer d'associer la diversité des publics, étudiants, chercheurs, élus, cadres des collectivités, représentants de la société civile plus largement, dans l'esprit de ce groupement d'intérêt public qu'est l'IADT, qui se veut une interface donc entre l'enseignement supérieur et la recherche et les collectivités territoriales. Pari d'interface donc, que nous essayons de développer à l'échelle de cette nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Deuxième pari, c'est celui, parfois qui nécessite plus d'agilité, de combiner des communications scientifiques, des retours d'expérience, notamment dans nos territoires et des acteurs de ces territoires, des ateliers méthodologiques, ou plus participatifs, comme le World Café évoqué précédemment. Et puis demain, des débats entre élus, entre acteurs de la dynamique métropolitaine. Troisième pari, effectivement, rechercher les interactions entre les territoires. Interactions entre métropoles, villes intermédiaires et zones rurales peu denses. Il nous semble en effet que l'opposition entre ces entités, ces types d'espaces, cette opposition nous semble stérile, car les dynamiques actuelles montrent beaucoup plus l'importance des relations, des interactions donc, les logiques de réseau, d'interdépendance. Et il nous semble important de penser davantage système, plus que catégorie définitive de territoire. Notre hypothèse sous-jacente dans ces 2 journées est de considérer que le fait métropolitain offre des opportunités de développement, pour autant que les espaces soient reliés entre eux, soient reconnus dans leur potentiel, puissent continuer à se développer, à attirer durablement des populations et des activités, ce qui interroge évidemment à la fois sur les nouvelles formes de gouvernance, sur la définition des espaces, sur le développement des coopérations interterritoriales et aussi sur les nouvelles formes d'ingénierie. Nos questions sont donc multiples, je ne vais pas toutes les citer, mais réfléchir donc aux interactions qu'entretiennent les métropoles et les territoires peu denses. Quelle place occupent les villes intermédiaires dans ces liens? Sont-elles de simples relais ou des pivots importants? Quelles conséquences de la métropolisation sur les espaces voisins à plus faible densité, qu'il s'agisse de zones périurbaines, de petites villes ou de campagnes plus éloignées? On voit bien que ces questions renvoient aussi à de nombreux enjeux méthodologiques, mais aussi à la question de savoir comment l'action publique, finalement, s'empare des travaux de recherche et de recherche-action. Plus globalement aussi, quel projet demain pour ces territoires,
à l'heure des reconfigurations des périmètres d'intervention? Comment trouver des complémentarités entre ces espaces en essayant de profiter, la formule fait florès, mais peut-être faut-il la creuser un peu plus, comment profiter de fertilisation croisée? Quelles procédures, quels outils, quelles politiques concrètes, quels freins ou difficultés? Comment éviter les conflits qui peuvent naître et enclencher des processus de dialogue et de co-construction vertueux? Quelles compétences, quelles méthodes d'ingénierie, quelles innovations sociales, organisationnelles? On voit que le champ des questionnements est immense. À mon tour, enfin, je voudrais remercier donc à la fois les membres du conseil scientifique qui ont évalué les propositions nombreuses, les animateurs ou modérateurs de sessions sur ces 2 journées, nos financeurs, donc l'Université Clermont-Auvergne, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Puy-de-Dôme et la ville de Clermont-Ferrand, qui, avec sa démarche de ville apprenante, est peut-être au cœur aussi de notre réflexion de ces 2 jours. Remercier les collègues de l'IADT et de l'UMR Territoire, ainsi que nos partenaires clés et qui ont joué un rôle vraiment très important pour cette aventure, je dirais, de ces 2 jours, le CNFPT Auvergne et la DGCF de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis enfin, je voudrais souhaiter donc à toutes et tous un excellent colloque. Vous annoncez, mais ça a déjà été évoqué, que nous prévoyons rapidement la publication des actes numériques de cette manifestation dès le début de l'année prochaine, qui sera suivi ensuite par des actes papier dans le courant de l'année 2018 avec le choix toujours de combiner, de croiser les expertises et les expériences. Bonjour à tous. Je commence par remercier les organisateurs pour l'invitation qui est effectivement l'occasion pour les universitaires d'échanger non seulement entre eux, mais d'échanger aussi avec des élus et des décideurs sur un territoire qui est relativement emblématique pour les coopérations urbain-rurales, puisqu'on a à la fois une métropole et on a des espaces ruraux et même des espaces de nature particulièrement renommés au niveau français et même au niveau international. Alors, je vais endosser la casquette de l'avocat de l'urbain, l'avocat des métropoles, et puis Francis Aubert représentera juste après la situation des espaces ruraux. Donc, je commencerai par dire que les métropoles sont très critiquées, ont été très critiquées au moment de la préparation de la loi MAPTAM et sont parfois accusées aujourd'hui pour un certain nombre d'effets polarisants qu'elles exerceraient, j'emploie le conditionnel, polarisation des investissements publics, et c'est vrai qu'il y a un pacte État-métropole, polarisation des investissements privés, c'est le phénomène de métropolisation qu'on connaît, mais aussi attraction de populations à capital social élevé. Donc, sur ces bases, quelle coopération urbain-rural ou rural-urbain organisée? Alors mon propos va être en fait de relativiser ce triomphe supposé des métropoles françaises. Donc vous voyez un certain nombre de questions qui se sont posées au moment de la loi MAPTAM et des réponses ont été apportées ou n'ont pas été apportées sur la légitimité démocratique, par exemple, qui est une des questions. Alors, je vais faire un pas de côté, c'est-à-dire pour pointer le besoin de coopération entre les métropoles et les espaces alentours, périurbains surtout, et certains ruraux, eh bien, je vais explorer la façon dont 2 autres pays ont, à peu près au même moment que la France, mis en place des structures d'agglomération, on va dire, relativement intégrées. Et on va voir un peu la place que le rural occupe dans ces 2 pays. Donc j'ai choisi un pays qui est fortement centralisé, un pays, l'Angleterre, un pays très décentralisé qui est l'Italie, puisque la France est dans une situation relativement intermédiaire. Donc mon hypothèse, les scientifiques aiment bien les hypothèses, c'est que les formes de construction de l'institution métropolitaine dans ces pays, c'est-à-dire les compétences, les ressources, mais aussi la place dans l'architecture institutionnelle, eh bien, tout ça va influer les formes de coopération avec le rural qui
qui doivent bien sûr se développer. Alors, premier élément peut-être de cadrage, hein, c'est sur la taille des communes. Donc j'ai 3 pays, vous voyez la France, on le sait, même si on est aujourd'hui dans une vague de création de communes nouvelles, on est sur des communes de petite taille. Ici, c'est juste la taille moyenne et de petite superficie. L'Italie étant intermédiaire, et vous voyez tout en bas le Royaume-Uni, avec donc des districts qui ont une population 80 fois supérieure à la population d'une commune française. Donc c'est aussi sur cette base-là que va se poser la question de la coopération ou de la mise en place d'un gouvernement supracommunal, petite maille en France. Vous avez l'exemple de la ville de Paris en pointillé, et vous voyez la tache urbaine, hein, comparée avec Rome, où les limites de la municipalité englobent des espaces qui sont effectivement des espaces ruraux. Alors, deuxième élément de cadrage pour, encore une fois, ne faire qu'introduire le débat, il faut se poser la question de ce que peut être une institution métropolitaine. Alors, il y a des travaux depuis, en fait, plus d'une trentaine d'années qui pointent 3 critères. On pourrait en rajouter d'autres. Le premier critère, c'est l'élection au suffrage universel direct des dirigeants de l'institution métropolitaine, qui permet, je dirais, de prendre des options, des caps qui vont s'imposer aux municipalités. Faut être clair. Donc, on sait qu'avec la loi MAPTAM, on n'est pas du tout dans cette version-là. Deuxième, je dirais, critère d'un idéal type métropolitain, et aucun pays ne remplit ces critères, hein, on peut être très décontracté, donc c'est l'idée d'avoir des compétences relativement larges, développement économique, planification, transport, qui vont permettre vraiment d'agir sur les enjeux qui se posent aux métropoles. Et de ce point de vue-là, la loi MAPTAM, dans la poursuite des compétences données auparavant aux communautés d'agglo et aux communautés urbaines, est relativement satisfaisante. Troisième critère, c'est la question du périmètre, hein, c'est-à-dire de quelle assise territoriale est-ce qu'on parle quand on parle d'un gouvernement métropolitain. Alors, je commence donc très rapidement mon tour d'Europe par l'Angleterre. Donc l'Angleterre, je le rappelle, entre le gouvernement et le niveau local que représentent les districts, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre palier de gouvernement. Deuxième élément, en ce qui concerne l'institution métropolitaine, on est dans un processus de création et de destruction et de création d'institutions, puisque la carte de gauche vous montre un certain nombre de comtés métropolitains qui ont existé dans les années 70 et 80, un peu sur le modèle des communautés urbaines, mais à une taille supérieure, et qui ont été abolis dans les années 80 au nom, je dirais, de la réduction des dépenses publiques, hein, puisque le gouvernement Thatcher de l'époque a réduit les dotations aux collectivités territoriales, a encadré le budget des collectivités, ça nous rappelle ce dont on parle en ce moment en France, hein, mais a également supprimé les comtés métropolitains. Alors, l'effet de la suppression, c'est qu'on a des districts dans des régions qui ont des caractéristiques métropolitaines, qui ont chacun développé leur stratégie. Deuxième épisode, donc c'est la carte du milieu, le gouvernement Blair, à la fin des années 90, a préparé la création de régions. Hein. Donc il y a un découpage qui s'est fait là, avec en fait des agences, hein, chargées du développement, et l'échec du référendum, c'est-à-dire le refus par certains citoyens anglais dans le nord-est de l'Angleterre, le refus de la création d'une région, a amené le gouvernement à miser sur les métropoles. Donc l'accent mis sur les métropoles depuis 10 ans en Angleterre est né d'un échec politique relativement important. Et en même temps, donc un certain nombre de grandes villes qui
ne peut pas dire qu'elles soient des capitales régionales, puisque les régions n'existent pas. Hein. Mais on revendiquait de la décentralisation, en disant on n'est pas obligé de décentraliser pour tous les districts anglais, mais vers les métropoles, il faudrait décentraliser. Et c'est ce qui s'est fait très récemment, puisque à partir de 2009-2010, on a un double mouvement. En fait, on a un espèce d'appel à projet permanent qui est ouvert en direction des collectivités territoriales, et celles qui souhaitent se regrouper dans la proximité, eh bien, se manifestent, négocient auprès du gouvernement les compétences qui vont leur être décentralisées, donc c'est dire que d'un territoire à l'autre, ce ne sont pas les mêmes compétences qui vont être décentralisées, négocient leurs ressources, et une des exigences qu'a mis le gouvernement anglais, c'est qu'il y ait une élection au suffrage universel direct du dirigeant de l'autorité combinée. Donc vous voyez que dans le cas du Grand Manchester, qui est le cas le plus avancé, les compétences qui ont été décentralisées sont relativement conséquentes, puisque donc on a les transports en commun, la police, la planification stratégique et du développement économique, puisqu'il y a la maîtrise d'un fonds d'investissement. Néanmoins, quand on regarde la carte, et si on prend un peu de recul, on voit que, puisqu'on est donc dans un appel à projet, il y a des coalitions d'acteurs qui se forment et qui vont buter sur le choix des compétences, et aussi sur la demande du gouvernement qu'il y ait une élection du métro-maire, le maire métropolitain, au suffrage universel direct. Vous voyez par exemple sur la carte de gauche, alors j'en suis très loin et on m'a demandé de ne pas trop quitter le micro, donc vous voyez cette énorme patate qui est l'East Anglia, qui ne correspond pas d'ailleurs à un territoire métropolitain, et vous voyez que sur la droite, ce qui est en rouge, le périmètre a fondu puisqu'il y a moins de territoires qui ont accepté cette élection et ce partage de compétences. La deuxième remarque, j'ai déjà dit, on a des territoires métropolitains qui bénéficient de cette politique, mais on a aussi des territoires non métropolitains. C'est-à-dire que dans l'idée d'une alliance des territoires, en Angleterre, on n'est pas sur quelque chose qui est centré sur du grand urbain. On peut avoir des espaces ruraux qui nouent alliance et qui sont reconnus par le gouvernement anglais. Troisième élément, les acteurs économiques ne sont pas là, je dirais, pour la galerie, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, pour, je dirais, manifester leur adhésion au projet métropolitain ou pour donner leur point de vue à travers un conseil de développement. Les acteurs économiques participent aux décisions. Donc c'est un mode de gouvernance très particulier, public-privé. Et enfin, élection au suffrage universel direct dans une demi-douzaine de territoires, avec, il faut bien le dire, un taux de participation qui nous renvoie aux élections européennes. Donc il y a, je dirais, une histoire très différente de l'histoire française. Alors je vous raconte très rapidement une deuxième histoire, donc l'Italie, où là on a trois niveaux. On a les régions qui bénéficient de l'autonomie législative depuis 1948. On a les provinces qui ont été créées par Napoléon. Oui, la France a occupé l'Italie sur le modèle des départements. Et d'ailleurs, ce sont ces provinces qui vont être dans la seringue, je vais en parler dans un instant. Et puis, on a les communes. Alors, l'histoire est tout aussi chaotique qu'en Angleterre, puisqu'en fait, il y a plus de 25 ans, il y a une loi qui a rendu possible pour les plus grandes villes de devenir donc des villes métropoles, et donc d'acquérir des nouvelles compétences sur un périmètre plus large que les villes-centres, on est bien d'accord, avec l'idée que ce sont les régions qui allaient définir le périmètre de ces villes métropoles. Résultat, rien ne s'est passé. Opposition grande ville, région. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a peut-être d'autres éléments d'actualité, notamment des scandales
politiques, notamment l'élection au suffrage universel direct des maires et des gouverneurs de région, ce qui a renforcé la légitimité de ces deux échelons. Et finalement, c'est très récemment qu'une nouvelle loi crée d'autorité, donc on peut la comparer à la loi MAPTAM, les città metropolitane, sur le périmètre des départements français. Donc imaginez que la métropole de Lyon soit sur le périmètre du département du Rhône, que la métropole de Lille soit sur le périmètre du département du Nord, puisque c'est le choix radical qu'a fait le Parlement italien. Alors, ça n'est pas forcément génial. Donc, je vous ai mis une carte en haut qui est... donc, en rouge, vous avez le périmètre de la province de Florence. Et en fait, l'axe de développement n'est pas celui-là. On va plutôt vers le nord-ouest. Donc, il va falloir gérer deux échelles. Une échelle fonctionnelle, l'axe, le corridor de développement, et puis l'échelle institutionnelle de la ville métropolitaine. Turin, donc, qui est en bas... Turin, c'est une province qui est extrêmement étendue, où 55% des communes sont des communes de montagne, donc qui n'ont pas de caractère métropolitain. D'ailleurs, peut-être pour Clermont-Ferrand, ce serait un exemple intéressant à regarder. Alors, je ne vais pas être trop long pour dire quand même un mot de la France. J'ai interclassé les métropoles issus de la loi MAPTAM, donc en orange sur le tableau, et les città metropolitane italiennes. Et donc, ce qui ressort, c'est que donc, nos villes italiennes, en termes de population, c'est un critère trop simple, sont plutôt dans le haut du tableau, parce qu'elles sont effectivement sur la base de nos départements, et donc elles ont des périmètres beaucoup plus importants. Vous voyez, des territoires 5 fois plus vastes. Donc la coopération urbain-rurale, je dirais, se joue très largement à l'intérieur du périmètre des villes métropoles. La France. Si Laurent Riotor me laisse 2 minutes. Bon. Donc je me suis simplement intéressé à l'évolution du périmètre des EPCI se transformant en métropole. Et donc, ce qu'on voit, c'est que 7, donc c'est la colonne de gauche, 7 sur 15 n'ont pas changé de périmètre. Pourtant, ce sont des territoires qui ont connu une forte urbanisation et même une forte périurbanisation ces 20, 30, 10 ou 5 dernières années. Pensez à Bordeaux ou à Nantes ou à Toulouse, par exemple. Donc finalement, peu de cas où la donne métropolitaine a amené ou a accompagné un élargissement du périmètre. Et puis, à l'autre extrême, on a donc des créations autoritaires où on est effectivement sur quelque chose qui est encore à stabiliser. Ensuite, je me suis amusé à comparer donc, la population des métropoles et la population de l'unité urbaine, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la ville en France, ce qui se traduit par la continuité du bâti. Et vous voyez, donc colonne de gauche, qu'une majorité de métropoles, et 8 parmi les métropoles les plus grandes en France, ont une population inférieure à la population de ce qu'on appelle la ville. Une exception qui est au milieu, donc c'est Rennes. On voit que la métropole de Rennes donc, comprend en son sein des espaces périurbains. C'est ça que ça veut dire. Donc un observateur étranger nous dirait que la création des métropoles en France, ça correspond à la création d'une très grande municipalité urbaine, puisqu'on est dans l'unité urbaine, mais sans supprimer les municipalités. Alors, je ne vais pas commenter le tableau, mais on voit bien qu'il y a un enjeu particulièrement français, qui est de passer de cette distinction, voire de cette opposition entre l'urbain et le rural, à des systèmes territoriaux
beaucoup plus complexe, à une interdépendance fonctionnelle et même à une interdépendance en termes de stratégie de développement. Et la deuxième conclusion rapide, c'est que dans le contexte de création des métropoles, à l'issue du débat que vous connaissez, on voit bien que les métropoles ne seront qu'un élément du mécano-territorial qui est à construire. Je vous remercie. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, ce qu'on vous propose, c'est deux choses. Déjà, on va parler à deux voix. On a préparé cette intervention avec un jeune collègue pour essayer de ne pas trop faire dans l'histoire et dans le passéisme. On va essayer de se projeter vers l'avenir. Donc, Olivier Asnard, qui est le local de l'étape, nous projettera dans un avenir envisageable ou à défaut d'être souhaitable. L'autre point qui est notable pour l'introduction que je voudrais faire, c'est qu'on ne va pas prendre le parti d'une forme de défense de la campagne contre la métropole. On va partir plutôt dans quelque chose qui est d'une autre nature. On va plutôt partir sur l'idée d'une forme d'épuisement des formes anciennes. Aussi bien, mais ce qui va être important dans notre propos, c'est que la campagne, dans les figures anciennes qu'on a tous en tête, avec ses formes traditionnelles, s'épuise et en quelque sorte absorbée par d'autres réalités sociales et spatiales, mais qu'en même temps, la ville, dans ses formes traditionnelles, est également dissoute dans ses évolutions. Donc on ne va pas faire de la campagne un opposé de la métropole, et on ne va pas essayer non plus d'en faire un résidu, si vous voulez, en disant qu'il faut lutter contre les formes de métropolisation. C'est un fait qui dépasse ce genre de position, et qui est bien au-delà de ça. Et donc un petit peu en introduction, ce qui me semblait intéressant à vous proposer, cette citation d'Henri Lefebvre, qui date de 1970. « La campagne et la ville traditionnelle se résorbent dans le tissu urbain généralisé. Ce qui définit la société urbaine s'accompagne d'une lente dégradation et disparition de la campagne, des paysans et du village, ce qu'on constate assez facilement, mais également d'un éclatement, d'une dispersion, d'une prolifération démesurée de ce que fut jadis la ville. » Donc en fait, le propos qu'on va vous tenir, c'est d'une certaine manière, tout se passe comme si la période qu'on vit actuellement était une période de fin d'une grande évolution historique qui prend appui sur des formes très, très anciennes d'occupation de l'espace et de relation de l'homme à l'espace et à la nature. Et dans cette forme de disparition des formes anciennes, on peut voir une sorte de plateforme sur laquelle des choses nouvelles peuvent être pensées. Ça va être le cœur de notre propos, pour être en quelque sorte optimiste, pour essayer d'avancer vers peut-être quelque chose qu'on peut appeler des biorégions, ou en tout cas une conception nouvelle des formes d'organisation territoriale. Alors je veux dire un tout petit mot sur la séquence historique, que je pense justement complètement résorbée, et en même temps, dans nos représentations communes, dans ce qui fait notre culture commune et un ensemble de langages que l'on peut partager, notamment en France, mais plus largement en Europe, sans doute que les oppositions classiques entre la ville et la campagne demeurent relativement présentes, relativement prégnantes. En fait, tout se passe comme si on avait une sorte de longue évolution qui s'établit sur le fait que les campagnes européennes ont été très, très anciennement occupées par l'homme, à l'opposé de ce qui peut se passer dans les pays neufs, comme l'Amérique du Nord, où les formes de peuplement se sont établies à partir de la ville, et de là, les fronts de colonisation sont allés vers la campagne. On a un processus inverse dans des vieux pays comme la France, et sur un mode, donc, avec la ville qui émerge progressivement, et pratiquement en constituant deux plans quasi civilisationnels. C'est-à-dire qu'on a pratiquement une civilisation agricole et rurale, opposée à une civilisation qui va être urbaine et ouvrière, en tout cas technicienne, pour reprendre les termes des sociologues. En tout cas, on a une forme, jusqu'aux années 50, 60, 70, une forme d'homologie entre des espaces sur lesquels on trouve des activités qui sont très marquantes, pas exclusives, mais très fortement prépondérantes, des groupes sociaux et des modes de vie. Donc ce qu'on appelle, dans les années 60, des genres de vie, qui correspondent à un regroupement de l'ensemble de ces attributs sur des espaces qui sont assez fortement typés par ces ensembles homogènes. Et en même temps, donc, des formes d'opposition que l'on connaît bien, qui sont à la fois marquées sous ces termes quasi civilisationnels. On parle comme ça encore dans les années 50 et 60. Il y a un grand colloque en 1951 organisé par le CNRS qui s'appelle Ville et campagne. Et quand on regarde les actes, dans pratiquement toutes les interventions, on parle encore de ces deux civilisations. Notamment, on a un terme de Maurice Salboix qui est très fort là-dessus, de George Friedman, qui sont très marqués sur ce genre de position. On a encore l'idée de deux civilisations. Une civilisation ancienne, si vous voulez, une civilisation moderne.
avec toutes les oppositions classiques qui peuvent être sous-jacentes, avec la tradition, la modernité, tout un ensemble de choses qui sont un petit peu de cette nature-là. Et une apogée dans les années 60, donc juste pour résumer cette forme de paroxysme de l'opposition, à la fois dans la réalité et dans les représentations qu'on pouvait en avoir, avec ce qu'on appelle la division spatiale du travail, qui est un moment dans lequel on a très forte croissance des établissements de production industrielle, avec une décentralisation, pas forcément vers les campagnes, en tout cas vers les petites villes, et en dehors des grandes villes, avec un mécanisme qui est très simple, qui résume toute cette évolution séculaire. C'est qu'on a deux modes de vie qui correspondent donc en termes économiques à des coûts de reproduction de la force de travail qui sont très différents. Donc en fait, on est dans une période pendant laquelle les hommes rejoignent la ville et les capitaux techniques rejoignent la campagne. Et ces mobilités croisées font qu'en fait, produisent en quelque sorte pendant un certain temps un surplus qui a été très actif dans la croissance industrielle des années 60, mais qui en même temps résorbe les oppositions. C'est un paradoxe dans une vision marxiste assez classique, qui fait que quand on diffuse un mode de vie, on résorbe aussi ce qui faisait l'avantage à se déplacer dans l'espace. Et à partir de là, dans la période actuelle, le phénomène dominant, c'est évidemment un phénomène de métropolisation qu'on peut définir, vu de la campagne, puisque la particularité de notre point de vue, c'est qu'on se place du côté des espaces peu denses, peu artificialisés. Quand on se met dans cette perspective-là, la métropolisation, son fait principal, c'est sa déterritorialisation. C'est-à-dire que dans une définition pour un économiste régional qui travaille sur les espaces ruraux, serait définir la métropole comme de très grandes villes qui regroupent, comme Christophe l'a rappelé, tout un ensemble de fonctions urbaines supérieures avec des effets d'agrégation très importants et qui en même temps ont la capacité à s'abstraire de son implantation territoriale. C'est-à-dire que cette forme d'autonomie territoriale, elle passe par des relations de longue portée, d'un bout à l'autre de la planète, et en même temps par une certaine façon d'avoir recours à des espaces qui sont des espaces ressources, où elle va acquérir l'ensemble des ressources dont elle a besoin pour son propre fonctionnement. Et cette espèce d'indépendance territoriale est marquée, puisque, en fait, ça veut dire que les autres espaces ont deux solutions, ce qu'on va essayer de dégager après dans le troisième temps. On a une possibilité, en quelque sorte, de retrouver des formes d'autonomie régionale, ou alors de se trouver sous dépendance et d'avoir une accentuation des formes centre-périphérie qui sont marquantes de la période précédente. Dans la période dans laquelle on est, si on regarde en dehors des métropoles, sans doute que le fait marquant, c'est l'augmentation des interdépendances et des interpénétrations. La ville à la campagne à la ville, dans tous les domaines de la mobilité, des modes de vie, tout un ensemble de choses qui font, on a tous entendu parler de l'agriculture en ville, de la nature en ville, etc., et des espaces résidentiels avec des mouvements résidentiels qui sont extrêmement importants. Donc ces interpénétrations sont de plus en plus fortes avec création d'espaces intermédiaires, périurbains, pré-urbains, etc., ou des aquotas dans d'autres pays sur la planète, des espaces qui sont ces formes intermédiaires, et en même temps des multilocalisations qui font l'agencement et qui font l'interaction entre tout cela. Et à côté de cette forme, en quelque sorte, c'est pas d'épuisement, mais c'est de baisse des formes de représentation de ce qui faisait la campagne antérieurement, ses spécificités en tout cas, c'est la région qui a pris une assurance sans cesse croissante depuis 30 ans, en France dans la forme institutionnelle avec la décentralisation à partir de 82, mais plus largement dans l'essence régionale, nous on utilise maintenant très couramment, depuis 30-40 ans, la notion de région comme une manière de représenter les phénomènes économiques et sociaux dans l'espace. Et c'est quelque chose qui est important. En même temps, je trouve d'une certaine façon assez peu différenciant, sauf quand on regarde les modèles d'économie géographique. On a quelque chose dans les termes selon lesquels s'établissent les rapports entre une région bien dotée et une autre peu dotée en un instant d'origine. On va avoir une amplification des déséquilibres qui peuvent se produire. Mais globalement, on a quelque chose qui est quand même assez peu différencié. Et ça veut dire qu'en dehors de la métropole, les régions sont relativement, pas dire homogènes, mais avec des configurations qui sont assez proches. Et donc la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une situation qui est de complète urbanisation, pour les termes de Jacques Lévy. Et je vous recite l'intitulé d'un INSEE première de 2011, 95% de la population vit sous l'influence des villes. Quand on regarde l'influence avec les aires urbaines et la population vivant en aires urbaines ou à l'extérieur des aires urbaines, on a 95%. Et en même temps, si on fait le croisement avec la manière que l'on a de représenter
les différents espaces en sciences régionales. Ce qui me semble assez marquant, c'est qu'on sort d'une représentation en termes de centre-périphérie vers une représentation qui s'est préfigurée d'abord en termes de continuum, entre deux pôles, un pôle très urbain, un pôle très peu urbain, ou très rural dans certains cas, ou très proche de la nature, très peu artificialisé. Je reprends deux expressions, une de Chamboredon, de la fin des années 80, il parlait de continuum de position, et puis Jacques Lévy qui parle dans un article de cette année de gradient d'urbanité, entre de très forts gradients et très faibles gradients d'urbanité, mais tout cela est sur un monde dans lequel l'urbanisation est complète. Et on peut rajouter aussi que quand on fait des travaux, je pense que c'est important pour la manière dont se construisent les représentations des différentes catégories d'espace, quand on travaille en économie maintenant, en partie aussi très fortement en sociologie et en sciences politiques, on a de plus en plus tendance à considérer l'espace comme un espace continu. C'est-à-dire qu'on va considérer non plus des systèmes sociaux, mais des individus qui sont géoréférencés, qui ont des coordonnées dans l'espace très, très, très claires, très simples, et à partir desquelles on peut faire tout un ensemble de calculs, d'estimations, économétriques ou statistiques, et qui nous permettent de considérer le comportement des agents économiques en fonction de ce qui les entoure, donc avec leur place dans un système économique qui est bien plus large. Mais ça veut dire en même temps que l'on perd toutes les constructions, notamment par les nomenclatures. Vous regardez le système de ZO de l'INSEE aujourd'hui, on n'a plus de catégorie rurale. Laurent en est un bon spécialiste. Vous regardez ce qui se passe dans tout un ensemble d'éléments, on a perdu cette notion-là. On n'a plus de zonage. Dans les politiques européennes, il n'y a plus de zonage rural, ça n'existe plus. On a encore les ADRR dans les interventions publiques françaises, c'est tout ce qui reste. La notion de rural est disparue. Ça veut donc dire que cette catégorie qui comportait une dimension de construction sociale, comme la catégorie d'ouvriers ou bien d'autres, on n'a plus cette dimension-là, et ça veut donc dire que ça laisse des espaces extrêmement importants à toutes les catégories que le président a citées en introduction, ce qu'on pourrait appeler des produits incertains, avec l'hyper-ruralité, avec tout un ensemble de choses qui se prêtent à des discours populistes, voire relativement embêtants. En même temps, cette forme d'épuisement des formes anciennes, ça ouvre des possibilités pour la suite. Et c'est donc là qu'on va passer à des perspectives plus réjouissantes. Merci. Oui, donc en fait, du coup, l'idée de cette dernière partie de la présentation, c'est de réfléchir avec vous à l'émergence possible de nouvelles organisations territoriales qui seraient biosourcées, en fait. C'est-à-dire qu'une forme de... Alors, on est dans les perspectives, en fait. C'est des choses qui commencent à émerger, mais qui ne sont pas encore affirmées. Et finalement, avec différents scénarios, deux grands scénarios qui pourraient se profiler, quoi. Une redécouverte de l'Interland, de l'espace proche de la métropole, mais qui n'intègre pas seulement les dimensions économiques et sociales, mais aussi, finalement, les questions de services écosystémiques rendus par ces espaces proches à la métropole, en fait, hein. Alors, on est dans le rapport homme-nature, on est dans la prise en compte, finalement, des actifs naturels dans le développement territorial. Premier scénario tendanciel, finalement, qui prolonge, du coup, la période actuelle, c'est l'appropriation de ces actifs naturels par les métropoles, en fait, y compris à distance, parfois, pas à l'immédiate proximité, mais on a des exemples en tête, hein. Pensez à New York, par exemple, qui possède des terres pour assurer sa ressource en eau à distance importante, hein. Et du coup, finalement, c'est une vision extractive ici qu'on voit du rapport métropole-rural. En fait, les métropoles, quelque part, font leur marché et se servent au service de leur propre développement, quoi. Ce phénomène, il repose sur les mêmes mécanismes que la période actuelle, en fait, c'est-à-dire la différenciation et les économies d'agglomération comme étant le facteur principal qui va expliquer la relation, finalement, entre métropole et actifs naturels, quoi. Le rural, bien sûr, ici, est toujours un espace périphérique, en fait. Donc j'ai cité un certain nombre d'exemples que vous avez en tête, hein. On voit bien aussi des grandes métropoles françaises qui sécurisent certains approvisionnements, certains sites pour des usages métropolitains autour de l'eau, des déchets, voire des aménités, des paysages, quoi. La deuxième tendance, donc, qui pourrait se dessiner, qui est un peu un scénario de recomposition, c'est finalement une gestion en commun de ressources localisées. Alors là, en fait, ce scénario, il est encore en construction, mais on peut en voir des prémices, pas forcément qu'en France d'ailleurs, hein, peut-être dans d'autres pays européens, notamment en Italie, où il y a une pensée et une mise en action plus avancée sur la question des communs, en fait. Et finalement, la vision, elle est plus intégrative, là, c'est-à-dire que c'est de nouvelles interactions sociales et écologiques qui vont se dessiner autour d'une gestion en commun de ressources naturelles.
Et les travaux qui sont derrière, finalement, que le fondement un peu scientifique de tout ça, c'est les travaux d'Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie donc récemment, autour de ces systèmes socio-écologiques, alors plutôt à une petite échelle, mais en essayant de montrer comment est-ce qu'une communauté peut gérer en commun des ressources. Et finalement, elle bat un peu en brèche les représentations traditionnelles des communs qui avaient tendance à opposer gestion publique versus gestion privée, en fait, derrière les travaux d'Harding, quoi. Donc ça, c'est à une échelle plutôt petite. Et les travaux qui peuvent être rattachés aussi à une échelle un peu plus large, c'est ceux sur la biorégion urbaine qu'a évoqué Francis Aubert, en fait, d'un auteur italien, Magnani, en fait, qui définit finalement la biorégion urbaine comme un système en fait, qui va englober un peu les choses en intégrant les aspects notamment écosystémiques, en cherchant à faire plus d'économie circulaire, en rebouclant des flux de matière, des flux d'énergie, notamment à l'échelle d'une entité un peu plus large que la métropole et de son espace immédiat, quoi. Alors il y a des questions qui restent ouvertes autour de ces rapports métropole-rurale, notamment par rapport à ces deux scénarios. D'abord, ils sont certes en constitution, mais ils sont aussi en tension. C'est un point important, et c'est l'action politique qui va favoriser plus ou moins l'un ou l'autre des scénarios qui va pouvoir s'imposer dans le débat, et puis aussi les itinéraires de chaque pays, la situation dans laquelle on se situe. Pour chaque pays va déterminer aussi en partie le scénario qui pourrait prendre le dessus. Ces scénarios, ils rencontrent aussi deux difficultés qui sont celles de l'échelle, d'une part, et celles des inégalités, d'autre part. Sur la question de l'échelle, en fait, la gestion des communs, c'est très bien documenté à une petite échelle, en fait. Et il n'y a encore pas beaucoup de travaux. Alors, justement, un colloque comme celui-ci peut contribuer à améliorer les connaissances sur une échelle un peu plus large, en fait, qui permettrait de gérer des communs, puisqu'on bute sur des problèmes de passagers clandestins, on bute sur des problèmes de dilemme du prisonnier, sur comment associer l'ensemble des parties prenantes à la gestion de ces ressources naturelles, quoi. Et puis la question des inégalités et de la péréquation, bien entendu, parce que c'est une véritable difficulté pour l'articulation entre métropole et rurale, parce qu'on ne peut pas imaginer finalement que les inégalités écologiques ne soient pas prises en compte aussi dans ces affaires-là. Et voilà, on vous remercie de votre attention. Déjà, je vous remercie de nous avoir invités Grenoble-Alpes Métropole. Je tiens aussi à remercier les collègues de la DGCF qui avaient aussi l'occasion de penser à moi. Ça montre aussi que quand on parle d'écosystème, l'écosystème régional qui est en train de se mettre en place trouve sa réalité, puisque Grenoble vient à Clermont. Et je sais qu'on collabore déjà sur de nombreux points ensemble et qu'on a beaucoup, au moins entre techniciens, déjà pas mal de choses à partager. C'est vrai qu'un passage en métropole, j'en dirais deux mots, c'est un passage. Et ça nécessite effectivement des prises en compte qui sont à la fois pas simples mais super passionnantes. Voilà. Simplement, Grenoble-Alpes Métropole, dans le cadre de mon témoignage, je pense être pas trop loin de tout ce qu'on vient de dire. Alors ça me rassure, parce qu'effectivement, il y a à travers le faire ensemble et le passage à l'acte, plein de choses qui remontent de toutes ces questions-là. Grenoble-Alpes Métropole, c'est 70% d'espaces forestiers naturels et agricoles sur notre territoire. Voilà, c'est quand même quelque chose, quand on parle de cette notion urbain, on a une réalité naturelle autour de nous. Autre aspect important, 98% des habitants de la métropole accèdent aux équipements de la gamme intermédiaire en moins de 15 minutes en voiture. La métropole, c'est une métropole assez compacte et qui a quand même ce tissu qu'il faut prendre en compte. Il est important parce que vous comprendrez aussi nos démarches ensuite. On est... alors, je l'évoque, ces chiffres-là viennent de Métroscope et de notre barreau métropole. Ce sont des outils d'observation qui ont été faits en collaboration, à la fois avec les métropoles, mais aussi avec les agences et d'autres partenaires. Ce sont vraiment des documents et très utiles dans justement l'analyse de ce que sont les métropoles entre elles et de ce qu'elles apportent sur leur territoire. Je vous le dis parce qu'ils sont à disposition, ce sont vraiment des documents utiles et ils ont montré aussi la capacité à faire de l'observation ensemble. Donc, premier rang sur les enjeux de mobilité durable. Je pense qu'à Grenoble, c'est vrai que les éléments de pollution, le contexte nous y conduit fortement et c'est vrai que c'est du coup une vraie réalité dans les faits. On connaît le rayonnement national, international de Grenoble sur son triptyque université, recherche, entreprise. Mais à côté de ça, Grenoble souffre aussi de son peut-être un peu moins d'économie présentielle. Donc vous voyez, il y a quand même un certain nombre d'enjeux majeurs autour de ces questions-là.
C'est 49 communes, c'est 450 000 habitants, c'est un bassin de vie de 650. On a nos collègues du Pays Voironnais et du Grisier-Vaudan qui sont complètement intégrés. On a fait une étude récemment qui nous a encore renforcé objectivement sur ces faits, sur les flux de ce territoire. Donc potentiellement, c'est un bassin de 650 000 habitants qui partagent. Et puis une particularité, je le dis parce qu'elle rejoint aussi pas mal de choses, c'est une métropole qui tend à la parité. On a plus de 40% de femmes au sein du Conseil, et c'est quelque chose qui est important aussi dans cette dynamique qui est celle de Grenoble. Alors, au-delà de ces chiffres, c'est vrai que le président Christophe Ferrari le dit assez souvent, pour lui, cette métropole, c'est une métropole de proximité. Et lui, ce qu'il rêve, c'est que la métropole soit dans chacune des communes, d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit au cœur de ces enjeux-là. Et c'est vrai que du coup, l'enjeu des élus sur ce territoire est vraiment de porter l'ensemble de ces questions. Donc effectivement, Grenoble, bon, vous parlez de trompe-l'œil dans votre démarche et dans votre propos, et vous avez montré toute la modération à tout ça. Ce que je peux dire de Grenoble, et amener juste mon témoignage, en essayant de donner quelques points qui, j'espère, permettront aussi d'incarner un peu mieux tout ce qu'on vient de se dire. C'est une Grenoble, c'est métropole, c'est à la fois une métropole qui s'affirme, qui est en transition et qui se projette. Alors, qui s'affirme parce qu'effectivement, la loi MAPTAN est venue nous dire que nous avions l'occasion de travailler ensemble, et du coup, l'institutionnel permet cet effet d'intégration et d'accélération. Quand on écrit un PLUI, quand on sait la compétence urbanisme, comme elle est au cœur aussi des communes, cet enjeu PLUI, il vient poser clairement sur le territoire où les choses vont se passer et comment elles vont se passer ensemble. Ça, ce sont des documents suffisamment intégrateurs qui permettent de montrer qu'effectivement, cette interaction entre les territoires, elle va se faire aussi dans la façon dont on va projeter ce territoire et comment on va lui donner ce pouvoir d'aménagement. Alors évidemment, vous avez toutes les questions d'habitat, vous avez la question de la mobilité avec les PDU, vous avez tous les enjeux sur les transitions autres comme l'énergie. Grenoble vit la question des risques dans toutes ses composantes, le risque technologique, le risque inondation, le risque sismique. Et donc, on nous appelle à trouver une forme de résilience ensemble. Et la résilience ensemble, elle se fait, c'est assez concret, c'est quand on doit devoir gérer les risques, et les acteurs de l'État disent « Ok, on est prêt à entendre vos propositions, mais il faut que tous les acteurs du territoire soient capables de gérer le risque ». C'est-à-dire, ça renvoie notamment tout simplement dans les communes comment les plans communaux de sauvegarde ils sont coordonnés et comment on fait ensemble pour montrer que cette gestion du risque, on va la faire ensemble. À côté de ça, dans l'affirmation de tous ces enjeux-là, effectivement, il a été important de dire c'est pas la métropole qui va penser le territoire, c'est la métropole avec les communes qui va la faire. Et je prendrai un exemple concret, et cette fois-ci, c'est le technicien qui parle. On a un groupe de DGS, les DGS de l'ensemble des communes, travaillent ensemble. On a mis en place des groupes de travail, bien sûr, qui font des propositions à nos élus, et on a mis en place des copilotages. On a des collègues de DG qui sont porteurs d'un groupe de travail auprès d'un collègue de la métropole. Et ça, ce sont des actions assez importantes parce que quand on parle de la question de l'adhésion, ça aussi, ça emporte. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand il s'agit de transférer la voirie est quand même un sujet qui, mine de rien, est majeur. Qui, mine de rien, est majeur parce qu'on le voit dans tous les écrits, les trous non bouchés, c'est un enjeu, il faut le dire, c'est une réalité et c'est important. Quand on a réfléchi effectivement à la question de la voirie, quel règlement de voirie demain on mettra en place ? Eh bien évidemment, on l'a fait avec les collègues et où on avait pu penser nos voiries habituelles, il a fallu aussi penser aux voiries des montagnes. Toute la maintenance des voiries au-dessus de 700 mètres. Le territoire, effectivement, c'est aussi, on a des enjeux hivernaux sur notre territoire. Et c'est vrai que c'est important, ça s'est fait parce qu'effectivement, il y a eu tout un travail ensemble. Et cette constitution-là est importante puisqu'elle montre que la prise en compte de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est le fait qu'on est dans un écosystème complet, fait qu'on doit penser cet écosystème dès à présent, et dans les faits. Ça a conduit à plein de choses. Effectivement, dans nos débats, c'est jusqu'où va la proximité de nos services publics.
est-on présent dans toutes les communes? Ça a été pour nous l'enjeu de savoir est-ce qu'on a une gestion de la relation aux citoyens, aux usagers au plus près des gens, c'est-à-dire est-ce que c'est une plateforme qui est quelque part et c'est la technostructure métropolitaine qui gère, ou est-ce qu'on est présent avec les acteurs? Est-ce que demain les agents communaux sont aussi des acteurs du fait métropolitain? Tous ces enjeux-là sont en train de s'affirmer au fur et à mesure, et c'est un vrai travail de construction. Après, métropole en transition. Transition parce qu'effectivement, nos enjeux sont liés, on l'a évoqué tout à l'heure, la mobilité. Il y a un enjeu majeur de mobilité. La métropole s'est constituée avec 2 communautés de communes. On avait déjà un réseau très dense de mobilité sur le réseau urbain. On a une vraie question à travers notre plan de déplacement urbain sur la question des mobilités, notamment sur le Grand Sud, qui est un territoire qui est arrivé. Il y a d'autres enjeux, il y a d'autres mobilités à inventer. C'est toute la question du covoiturage, c'est toute la question de la façon dont vont se comporter les gens face à la voiture. Pour votre info, on est en train de répondre à un appel à projet qu'on a payé à 3, qui est justement sur les enjeux de l'économie de partage, et où on nous dit clairement demain comment effectivement on va faire évoluer les comportements et comment on s'y prend, comment peut-être on travaille ensemble pour ça. Donc c'est le travail avec les chercheurs évidemment, mais c'est aussi le travail avec l'ensemble des élus et des territoires pour y arriver. Donc c'est vrai que toutes ces transitions sont importantes, et dans tout ça, il y a effectivement la question du tourisme. Je l'évoque parce que le tourisme pour les Alpes, c'est l'équivalent de 6,5 milliards de dépenses. Voilà. La question des massifs, vous connaissez, c'est aussi un enjeu important, à la fois économique, loisir, mais c'est aussi un enjeu important. Et c'est vrai que la métropole Grenoble vit aussi et avant tout avec ses massifs. Et derrière toutes ces questions-là se pose la façon dont nous gérons cet aspect de lien. Et les complémentarités qui existent sur le territoire, elles sont fortes. C'est l'enjeu du tourisme. Il y a le tourisme de montagne, et comment effectivement il s'intègre au tourisme urbain. Et là, on a un enjeu majeur de partage. On a toute la question de l'agriculture. Vous évoquiez effectivement ces risques de désertification. Derrière ça, c'est toute la question des circuits courts. Vous l'avez évoqué. Comment effectivement notre territoire s'alimente pour la question des circuits courts est un enjeu majeur. La restauration collective est en train de faire un gros travail pour essayer de constituer avec les communes des véritables filières sur le territoire. C'est-à-dire un vrai travail d'appropriation sur ces questions-là, et on le voit, elle est assez forte. Sur la question de l'énergie, on a des projets comme TEPOS, c'est-à-dire qu'on travaille avec les parcs. On a 3 massifs, on a 2 parcs régionaux, ce serait bien, mais non, c'est régionaux. Mais sur le fond, c'est avec eux qu'on travaille aussi ces déclinaisons de transition écologique et énergétique. Et là, véritablement, sans rentrer dans le détail, on a des partenariats qui se sont noués, et c'est avec eux qu'on travaille justement, parce qu'au final, vous l'avez dit tout à l'heure, les personnes sont à mobilité variable, ils sont géolocalisés, et la réalité, elle est bien celle-là. Donc on a des gens j'ai des collègues de service qui habitent la montagne et qui font de la route tous les jours pour venir travailler à Grenoble. Donc il y a cette vraie prise en compte des enjeux et des modalités de chacun. Pour nous, l'enjeu majeur, c'est l'enjeu du numérique. C'est une des réponses claires pour pouvoir mailler ce territoire encore plus. Quand on parle tout à l'heure de cette relation à l'usager, comment demain chaque commune est la porte d'entrée de la métropole, ça passe aussi par ces enjeux du numérique. On le voit bien que toute la question du télétravail, c'est un vrai sujet qui se pose pour nous, dans nos organisations, mais qui se pose déjà pour pas mal d'entreprises. Et demain, on sait que c'est aussi là un enjeu majeur pour notre territoire dans sa complétude. Sur les fonctions métropolitaines, on est en train de travailler sur une étude où on pose la question du village métropolitain, en se disant, voilà, est-ce qu'il a des fonctions particulières, ce village métropolitain? Voilà. Et ça fait partie de ces choses dans lesquelles on est en train de travailler. On se dit, là, on est vers des évolutions qui nous paraissent importantes. Dernier point sur lequel je voulais insister sur ces transitions, c'est-à-dire que
On a eu l'occasion, parce que la loi nous le proposait aussi, de travailler sur ce qu'on appelle l'intérêt métropolitain. L'intérêt métropolitain, notamment, c'est prenons-nous des équipements culturels, sportifs. Vous avez même la question des cimetières qui est posée, vous voyez, ça a été jusque-là. Et cette question des équipements nous a renvoyé à qu'est-ce qu'on attend de la métropole sur toutes ces questions qui n'étaient pas les siennes. Je prends la culture. La question de la culture, les territoires, les communes ont leurs équipements culturels. Elles ont leurs bibliothèques, elles ont leurs écoles de musique, elles ont, au niveau sportif, elles ont leurs piscines. L'enjeu était de savoir, est-ce que la métropole doit faire comme d'autres territoires ont fait, mais par les années passées, c'est-à-dire faire beaucoup de transferts, beaucoup d'intégration d'équipements, comme étant quelque chose de légitime, parce qu'effectivement, il y a des enjeux derrière ça, ou doit-on, dans un premier temps, j'ai bien dans un premier temps, ne pas se dire que notre plus-value est peut-être simplement être animateur d'un réseau et laisser à chaque territoire aussi son lien de proximité. Donc c'est ce que les ELI ont proposé notamment sur le volet culturel, en disant oui, nous avons pris un équipement majeur parce qu'il est de statut métropolitain, on en a pris deux, c'est les deux scènes nationales, qui soient l'Hexagone ou le AMC2, comme vraiment élément porteur, mais à côté de ça, on travaille avec les bibliothécaires dans les communes sur la mise en place d'un réseau et sur la mise en place d'un réseau numérique qui posera la question notamment de l'accessibilité à tous, pour tous. Et ça, vous voyez, ce sont des enjeux sur lesquels, évidemment, on ne peut travailler qu'ensemble. Enfin, une métropole qui se projette, juste pour vous dire qu'on est à un moment important où on élabore un projet métropolitain. Et c'est important parce qu'à la fois, c'est un projet de territoire, donc les composantes du projet métropolitain, habituellement, on les connaît bien. C'est évidemment nos politiques publiques, c'est évidemment tout l'enjeu de l'aménagement, mais c'est aussi tout l'enjeu sociétal. Et derrière ça, c'est important, c'est qu'est-ce que l'on veut pour demain. Alors effectivement, la question, c'est on ne fait pas d'éducation, on ne fait pas de santé, mais est-ce qu'on n'a pas le droit demain de réfléchir à ces enjeux, parce que demain, c'est effectivement toutes ces questions qui vont être abordées dans un territoire où on entend parler de déserts médicaux, où on entend aussi, par rapport au système de l'éducation, il y a des enjeux forts sur l'éducatif, le numérique et autres. On voit bien que ce rôle... Et d'ailleurs, les élus, quand ils ont parlé de la lecture publique, ont aussi parlé de l'écriture publique. Ça montre quand même tous ces enjeux-là. Et donc, par rapport à ça, on a constitué, effectivement, des groupes de travail d'élus. Ce sont les élus qui, chacun, on a une dizaine de thématiques, travaillent sur ces questions. Donc, ils vont rendre des rapports, un rapport d'étonnement, un rapport de projection, pour nous aider à écrire ce projet. Les thématiques, juste important que vous les ayez en tête, sont sentiment d'appartenance. Cette question est assez vitale. On voit bien qu'elle renvoie au rôle de chacun et comment on fait sens ensemble. Pas que les élus et les territoriaux, c'est aussi nos citoyens. En quoi, pour eux, la métropole, ça représente quelque chose, à côté des communes qui ont aussi leur place. Toute la question de la gouvernance, vous l'avez évoqué, suffrage universel direct, c'est un sujet, mais est-ce que c'est le seul sujet ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses inventées ? Le rôle du maire, est-ce qu'on n'a pas inventé le maire métropolitain ? C'est-à-dire qu'il est aussi acteur, il est aussi le référent sur son territoire de la métropole. C'est les réflexions qu'on mène les élus actuellement, et je trouve assez intéressant justement parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui s'intègre de plus en plus et qui dépasse au final notre système purement institutionnel ou administratif. Il y a tous les enjeux qui sont importants, c'est ceux de la santé, je l'évoquais, la démographie, les inégalités, l'éducation, la culture. Et sur ces sujets-là, effectivement, on travaille sur qu'est-ce que demain nos usagers, nos citoyens peuvent attendre de ce territoire. Et pas tant de l'institution métropolitaine, de qu'est-ce qu'on peut attendre de ce territoire. Grenoble a un enjeu majeur, c'est son triptyque que je vous ai évoqué. Ne faut-il pas qu'elle réfléchisse dès à présent à sa future transition économique ? Le triptyque université, recherche, entreprise, est-ce le seul modèle ? On voit bien que d'autres territoires ont fait des choix. Ça prend 10 ans. Quand on lance les choses, ça prend au moins 10 ans. Là, il y a des enjeux majeurs pour nos élus à se dire, mais pensons transition économique, système productif ou pas, et j'ai presque fini. Et l'enjeu majeur, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait sur le territoire ensemble. Le présentiel est une des questions sur lesquelles on peut travailler avec l'ensemble des communes.
Voilà. Et je finirai simplement dire l'effet contractualisation va être un effet réel, va nous obliger à avancer. J'ai des collègues au niveau national qui nous ont dit que l'effet contractualisation, après le premier effet rabot, ça va conduire à ce que, pour eux, ils sont capables, dans la projection, de trouver, par l'optimisation chez eux, 60% de ce qui est attendu, hein, puisqu'on va vers des règles d'or notamment. Les 40%, ils disent qu'ils les trouveront à travers la question des communes nouvelles et la question des mutualisations. Voilà. On sent que là-dessus, il y a un enjeu aussi majeur. Et les mutualisations communes-métropoles et entre communes. On travaille avec un certain nombre de communes qui, actuellement, sont en train de se poser la question sur la restauration scolaire. Comment elles travaillent ensemble. Voilà. Donc ça, c'est important. Et j'ose même pas évoquer la question du pacte fiscal et financier, parce que là, c'est aussi la question des solidarités territoriales qui est posée. Et derrière ça, évidemment, j'aurais tendance à vous dire que y a toute la question de la coopération interterritoriale. On sait qu'il y a un enjeu fort dans le SRADET, hein, je ne vais pas y rentrer, mais on sait que là, justement, la question de notre territoire et la juste bonne démonstration de nos zones dites rurales, de périphérie et de métropole. On a potentiellement 4 métropoles sur le territoire et on a quand même 11 départements, avec des départements sur lesquels on a des problématiques différentes. Ces grands équilibres-là est aussi, comment dire, notre réalité. Et simplement se dire qu'en question, j'oserais vous dire, si on arrive à se dire aussi ce qu'est le bassin de vie, moi ça m'intéresse. Parce que la notion du bassin de vie, derrière, ça renvoie à quelque chose qui dépasse l'institutionnel. On est clairement sur les modes de vie. Je crois que Jean Viard a largement bien écrit sur ces questions et d'autres, hein, pour évoquer la question des modes de vie. Au final, c'est ça notre enjeu, hein, sur nos territoires. Et les modes de vie, ça veut dire que ça va impacter nos façons de procéder. Nos services publics de demain, ils seront évidemment différents puisque les modes de vie changent. On a vu que tout ça évolue, que les gens sont mobiles, que les attentes ne sont plus les mêmes. Et pour nous, ça nous demande de repenser nos actions. Et enfin, le faire ensemble, on le fera aussi par la question des communs. Et sachez que chez nous, on est en train de mener une étude sur les communs autour de l'espace public. C'est un enjeu majeur. On sait que c'est là que se jouera aussi peut-être tout un champ d'innovation publique et qui est aussi assez moteur pour nous et pour d'autres, hein, puisque je pense que ce sont des choses qu'on partage déjà entre nous et qui tendent à dire que la question du territoire demain, elle passera aussi par ses usages et par la façon dont les gens vivent sur ce territoire. Voilà.